Dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, le journal. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer. La teneur du communiqué du gouvernement rwandais sur la RDC relève un nouvel aveu clair et irréfutable que c'est le Rwanda qui opère derrière le M23. C'est la mise au point du gouvernement congolais contenu dans un communiqué signé mardi par son porte-parole. Patrick Mouyaya se demande comment comprendre qu'un gouvernement étranger prenne la défense d'un groupe armé de surcroît terroriste dans un autre État. Suivez cet élément. Patrick Mouyaya n'est pas passé par 4 chemins pour remettre en cause cette attitude du président rwandais qui, selon lui, démontre à suffisance sa stratégie d'ingérence permanente dans les affaires internes de la RDC, question de maintenir un climat de terreur dans l'Est pour continuer l'œuvre du pillage mondialement reconnu. Il s'agit là également, à en croire Kinshasa, d'une position rwandaise qui contrarie ses engagements souscrits dans différents processus de paix à Nairobi, à Luanda, tout comme à New York face à Emmanuel Macron. Se disant déterminé à en découdre avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, l'exécutif national de la RDC rappelle au pays de Paul Kagame que les populations ne se seraient pas déplacées, moins encore ne seraient mortes nombreuses si le M23 était véritablement défenseur d'une communauté congolaise, comme ils le disent dans leurs documents. Contrairement aux accusations du pays de Paul Kagame, il n'existe aucune incitation publique à la haine sur base de l'appartenance ethnique, soutient le gouvernement congolais, qui s'insurge contre la confusion que Kigali veut s'aimer au sein de la population à travers ses velléités. Vous le savez, les rebelles ougandais des ADF ont ôté la vie à 7 personnes à Maboya, à Beni, nous sommes dans le Nord Kivu, il y a quelques jours. Une attaque parmi tant d'autres décriée par le pape François qui déplore en même temps la mort de la sœur Sylvie qui faisait partie des personnes tuées. Le souverain pontife l'a dénoncé donc ce mercredi dans le cadre de ses audiences publiques à la basilique Saint-Pierre. Suivez. Nous sommes horrifiés par les événements qui continuent à ensanglanter la RDC. J'exprime ma ferme condamnation contre l'assaut inacceptable qui a eu lieu ces derniers jours à Maboya dans le Nord Kivu où ont été tuées des personnes non armées et une religieuse travaillant dans le domaine de la santé. Nous prions pour les victimes et leurs familles ainsi que pour la communauté chrétienne, pour les habitants de cette région qui ont été longtemps épuisés par la violence. Parlons du conflit Teke et Yaka. Près de 100 personnes, donc des assaillants, ont été arrêtés par les forces de l'ordre dans l'espace Bandundu. Ces fausseurs des troubles ont été présentés à l'autorité provinciale du Mai-Ndombe, Rita Bola. Commentaire. À Massambio, dans la province du Mai-Ndombe, on parle de 80 assaillants mis aux arrêts, alors que 17 ont été appréhendés dans la province d'Ikwilu, précisément à Bagata. Selon le journaliste Barik Bouema, dans le lot de personnes arrêtées figure le meurtrier du chef coutumier du village Ngwene, qui a été décapité pendant les affrontements. Conduit auprès de la gouverneure de la province du Mai-Ndombe, cet assaillant a avoué ses actes barbares. Ces arrestations, non de moindre, donnent espoir à la reprise d'une vie normale dans la région. Ces déplacés vont récupérer leur village et leurs champs. Les enfants vont rentrer à l'école, rassure Rita Bola. Pour elle, l'armée fait son travail.
Nous avons encore reçu 2 bataillons avant-hier, a-t-il souligné ensuite. Il faut dire également que ces assaillants n'étaient pas main vide lors de leur arrestation, qui a permis la récupération de 20 machettes, 8 flèches et 6 calibres 12. Pour les autorités du pays, une main noire se cache derrière ce conflit qui a vu ses débuts dans les territoires de Kwamouth, dans le Maïndombe. Le cardinal Fridolin Ambongo, pour sa part, précise que cette main noire part de Kinshasa. Hier, ils étaient Koulouna ou membres des groupes armés. Aujourd'hui, ils sont bâtisseurs de la nation au sein du service national. Ils se sont engagés de concentrer toute leur énergie pour le bien-être du peuple congolais. Je vous laisse en tout cas suivre attentivement leur prestation de serment. La nation, formée à l'idéal du service national pour revêtir le nouveau caractère national congolais. Conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, ni par l'ardeur de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage, 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'acquitter de mes devoirs et obligations civiques. 4. Être un travailleur positif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres, dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable des revenus. 6. Être un animateur du développement intégré, tant en milieu rural qu'urbain. 7. Promouvoir les valeurs culturelles congolaises, les traditions, les coutumes et les langues qui favorisent le développement et la compréhension mutuelle. 8. Privilégier le dialogue, la réconciliation, les compromis et la tolérance dans les relations avec mes compatriotes et avec tous les hommes. 9. Cultiver les valeurs morales et sociales qui sont positives et combattre les antivaleurs telles que la corruption, les pillages, le tabagisme, la consommation des drogues, l'alcoolisme, la débauche, etc. 10. Défendre les personnes faibles et vulnérables, tels que les enfants, les femmes, les vieillards, les handicapés, les opprimés, les sinistrés, les victimes de guerre, les sans-abri, etc. Ainsi dit devant Dieu et devant les hommes. Le journaliste Steve Wemby n'a pas été arrêté par les services de renseignement. C'est la mise au point du ministre de la Communication et Médias qui dit l'avoir eu au téléphone. Patrick Mouyaya s'insurge aussi contre l'attitude de certains professionnels de médias sur le traitement des informations liées à l'insécurité dans l'Est, indexant particulièrement des journalistes des médias internationaux. On l'écoute. Steve Wemby n'a jamais été arrêté par les services. J'ai parlé avec lui tout à l'heure. Il y a un travail qui s'est fait en cours pour vérifier, parce que vous savez que nous tenons à la liberté de la presse par conviction et pas par obligation, parce que les autres nous demandent de le faire, mais parce que nous pensons que la démocratie auquel nous avons tous souscrit, les médias doivent jouer un rôle principal. Et c'est d'ailleurs le sens de l'exercice que nous faisons avec vous maintenant. Mais il y a lieu aussi de savoir que nous sommes dans un état de guerre. Vous savez qu'une partie du territoire est occupée et que les informations liées au déroulement des opérations militaires requièrent une couverture professionnelle. Nous avons par exemple remarqué, et d'ailleurs nous allons engager une initiative dans ce sens, qu'un journaliste étranger s'est permis de publier les conversations de militaires engagés sur le front. Ça ne s'est fait nulle part. C'est une violation des secrets défense, mais c'est aussi une forme d'exposition pour nos militaires, parce qu'ils peuvent être retracés par l'ennemi. Nous, on n'a pas envie de copier le modèle européen aujourd'hui qui a censuré tous les médias russes.
les médias russes ont été censurés en Europe, y compris parce qu'ils assurent la propagande. Et si nous nous remarquons, parce que comme j'aime à le dire, nous sommes sur le front médiatique aussi, au-delà des fronts diplomatiques et des autres fronts qu'on a définis, et sur ces fronts, il y a beaucoup d'infiltration, il y a beaucoup des comptes, il y a beaucoup des journalistes qui se font le relais des messages de l'ennemi. Nous ne sommes pas comme chez les voisins, où les journalistes n'ont pas le droit de s'exprimer, mais lorsque le journalisme s'exerce dans un contexte de guerre, il y a un minimum de choses qu'il faut observer. Et puis, il faut dire que depuis lundi soir, les informations faisant état de l'arrestation du correspondant de New York Times ont été fortement répandues sur les réseaux sociaux et les médias. Pascal Moulega des RFI a été également arrêté par l'ANR avant d'être relâché. Par la suite, l'association des correspondants de la presse internationale en RDC a condamné également ce fait et dénonce en même temps des menaces et d'autres pressions subies par ses membres. Le test de recrutement temporaire de la CENI a vécu hier mardi dans la province du Congo, précisément dans la ville de Kenge. Sous l'œil vigilant du rapporteur adjoint de la centrale électorale Paul Mouindou, les candidats ont répondu favorablement à toutes les instructions leur données. Les détails, c'est avec Ruth Dinonzei. Ce concours national dont le coup d'envoi vient d'être lancé depuis la ville de Kenge par le chargé de recrutement de la Commission électorale nationale indépendante concerne le recrutement du personnel temporaire. Tout a commencé par les instructions et principes à respecter par les candidats, notamment pour la partie pratique avec ordinateur. Vous êtes appelé maintenant à passer à une évaluation, à votre évaluation personnelle. On vous donne les codes, vous l'introduisez. Et automatiquement, le chrono va commencer. Le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindou, qui séjourne dans ce coin de la République démocratique du Congo depuis le lundi, a veillé sur le bon déroulement de ce concours afin de recruter un meilleur personnel susceptible de faire face aux différentes opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs. C'est par quelques mots que l'envoyé du président de la Commission électorale nationale indépendante a donné les coups d'envoi de ce concours national. Tout au long de la journée, Paul Mouindou a été sur tous les fronts pour se rassurer que les tests s'est bien déroulés sans difficulté pour les candidats et le personnel de la CENI. Sur place, quelques témoignages des candidats ont été enregistrés, notamment celui qui a estimé que cette évaluation est plutôt prénable avec en même temps des questions difficiles et pratiques. Une autre opinion a salué la bravoure de la CENI dans le respect des principes, surtout la transparence. Rappelons que selon les échos de toutes les provinces, le test s'est déroulé très bien et que la CENI a pris toutes les dispositions pour que chaque candidat retenu passe son test qui, du reste, est gratuit. Aucun frais n'est à débourser par les candidats. Ce concours s'est soldé par une visite des entrepôts du CEP Kwango où sont stockés tous les matériels de la CENI. Signalons également que c'est par une visite des entrepôts du CEP Congo Kwango où sont stockés les matériels de la CENI que le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a bouclé son séjour de travail à Kenge dans la province de Kwango avant de reprendre l'après-midi le chemin de la capitale. Comment assurer l'avenir des élèves si les conditions d'études ne sont pas favorables? Cette question vaut son pesant d'or après avoir vu l'école primaire et l'institut des élus situé au quartier Ndina dans la commune de Lancélé. Cet établissement scolaire présente le visage d'une vieille maison abandonnée. On en parle dans ce reportage de Annie Yakole et Enoch Mafuka qui étaient sur place. L'EP et Institut des élus, c'est un établissement scolaire conventionné protestant qui prend en charge plus de 200 élèves, y compris les orphelins, malgré leurs conditions d'études qui ne favorisent pas une bonne assimilation des cours. Les bancs sont en mauvais état, les tableaux en lambeaux, le salle des classes insuffisante, pas de fournitures scolaires, manque de lumière, pour ne citer que cela. Parmi beaucoup des enfants qui sont ici, il manque vraiment leur père. Ils ont perdu des parents, je peux dire père ou mère. Mais on les encadre premièrement par la volonté du Seigneur. Voilà comment les enfants restent. Voilà comment nous enseigner. Voilà même des pauvres bancs. Nous manquons même des matériels. Nous manquons même beaucoup de choses. Mais par la grâce, nous faisons tout simplement comme ça. Notre problème ici, nous n'avons pas de bâtiment. Il n'y a pas assez de bancs.
ni les fournitures scolaires. Vraiment, nous souffrons. Cette situation laisse les enseignants de cette école sans voix. Ils se battent pour dispenser la matière aux élèves car ce sont eux l'avenir de demain, donc ils sont en manque de salaire. Premièrement, nous sommes impayés par l'État. Nous implorons que l'État qu'il réalise son promesse. Regardez vraiment nos situations que nous vivons ici. C'est vraiment difficile. Nous voulons que l'État nous console. Ils nous ont parlé la fois dernière que non, il va peut-être rémunérer même les agents. Ils font absolument rien. Avec une multitude de problèmes dans l'Argibessière, les enseignants et élèves de cet établissement scolaire ne comptent plus que sur les personnes de bonne foi. Quand il pleut, dans certaines régions de la capitale, la population n'est pas du tout tranquille. Celle qui vit le long ou aux abords de la rivière Kalamo, par exemple, est toujours inquiète, craignant donc que les eaux sortent de leur lit pour envahir leurs habitations. C'est un reportage de Annie Akole et Torres Atibo. Les riverains de la rivière Kalamo font face à un danger permanent. En cette période de pluie, l'eau peut sortir violemment de son lit et gâcher le quotidien de la population environnante. Avant que le pire n'arrive, les habitants du quartier Funa font des propositions. Quand il plaît ici, les avenues sont inondées. Si on peut nous aider à utiliser des tracteurs dans la rivière pour évacuer les déchets, comme ça on ne va plus commencer à demander de l'aide aux autorités. Dans ce quartier, plusieurs avenues sont petites de taille, donc compliquées pour construire des caniveaux. La population a déjà pensé à une autre alternative. Les avenues de notre quartier Renapi sont trop petites. On peut faire des tuyaux qui vont partir vers la rivière Kalamo. D'autres tuyaux peuvent partir d'ici vers l'avenue Mutongole, où il y a déjà d'autres tuyaux pour diriger l'eau vers la rivière. Des pluies diluviennes à Kinshasa sont toujours non sans conséquences. C'est des pertes en vies humaines qui sont déplorées, des dégâts matériels à signaler. Tout ceci, c'est à mettre à l'actif de la mauvaise canalisation d'eau. La route du village Lutendele, située dans la commune de Mongafula, est dans un état de délabrement très avancé. Une situation qui empêche les usagers de ce quartier de bien répondre à leurs occupations et cause en même temps beaucoup de problèmes à la population de ce coin de la capitale. Lionel Ngolo et Torres Atibo, reportage. Dévisagé, dégoûtant et défectué, voilà les mots pour décrire l'état ignoble de la route du village Lutendele dans la commune de Mongafula. Une situation qui a duré, confortant même la population de ce coin de la capitale à beaucoup de difficultés, surtout après la pluie qui occasionne l'augmentation du prix des transports et tant d'autres. Dès que vous êtes au niveau des Mboudi vers le Tendele et que vous voyez la pluie, directement vous avez peur parce que les prix du transport augmentent sur les champs. Suite au mauvais état de la route, du coup les prix de la moto passent de 2000 à 3000 francs. Si vous n'avez rien, vous risquez de faire marche à pied. La conséquence est que les motos tombent souvent en panne. Et puis ils sont tentés d'augmenter le prix de la course parce qu'ils souffrent énormément. Malgré cette souffrance, les Kinois de Lutendele gardent espoir. La route, par exemple, on a vécu ici il y a longtemps, on ne fait que promettre. Il paraîtrait qu'on a déjà mis un pancarte là-bas qu'on a commencé la route. Du reste, nous continuons à espérer et à voir ce qui est en train d'être réalisé lentement et sûrement. Quoi dire de plus face à cette situation? Les habitants du village Lutendele comptent sur l'État, à l'instar de ce monsieur qui profite de l'occasion pour adresser un message au gouvernement. J'ai toujours suivi, il y a beaucoup qui ont déjà donné des messages. Les autorités savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont qu'à voir. Il ne faudra pas qu'ils puissent se borner ou encore penser limitativement à la grande cité, à la grande ville, nous aussi. Ils puissent tourner les regards à nous et
C'est presque ça ce que je peux dire, je ne leur demande pas beaucoup. Tout l'espoir d'un peuple repose désormais sur les autorités compétentes afin de trouver des solutions immédiates. Et puis coup de projecteur dans le quartier Kimbangu, dans la commune de Ngiringiri, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé également. C'est la santé de la population qui est mise à prix. Reportage Annie Akole et Pipavango. Ce n'est pas du tout beau à voir ni à sentir. Le visage qui présente les quartiers Kimbangu est péluisant. Bouteilles plastiques ça et là, des emballages étancés les longs de rue, des déchets répandant des odeurs insupportables. C'est de cette manière que la population est contrainte de vivre avec tout le risque sanitaire que cela implique. En fait, pour ces bouteilles, je ne sais pas ce que pense le gouvernement pour Kinbopeto. Est-ce que ces gros sacs que ces gens ramassent peuvent se vendre à 3000 francs? Quand est-ce que ces bouteilles disparaîtront? Même des personnes qui les ramassent sont fatiguées. On ne sait pas où nous allons. C'est depuis plusieurs années que ces bouteilles traînent là. On y retrouve des chiens pourris, des enfants abandonnés. Ça nous expose à des maladies. Malaria autorisée. Des jeunes qui avaient pris l'initiative d'évacuer des déchets sont fatigués et regardent d'un mauvais œil les autorités qui, selon eux, étaient censées les rémunérer. Les jeunes chargés par Kinbopeto dans le cadre de la collecte des bouteilles sont censés les vendre juste après récolte. Mais la somme exigée n'est pas abordable. S'ils vendaient un sac à 7000 francs, on n'aura pu avoir des bouteilles qui traînent. Lancé depuis octobre 2019 dernier, c'est depuis 2 ans donc que l'opération Kinbopeto existe. 2 ans sans impact visible dans cette région et beaucoup d'autres. C'est la fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.